Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Morel. Donc Alexandre, c'est un jeune producteur de lait en filière AOP Comté. Donc Alexandre, je vais te laisser te présenter à tous, la continuité de ta présentation, ce que tu fais, tout ça. Donc bah, moi, Alexandre Morel, jeune, enfin futur jeune installé en production laitière AOP Comté dans une ferme du nord de l'Ain avec mon père et ma mère. Donc je suis influenceur sur les réseaux, sur TikTok principalement, où je défends le monde agricole et aussi, bah, la vision de l'agriculture française que je défends fermement. Oui, bien sûr, tu t'es fait connaître d'ailleurs sur TikTok où tu n'hésites pas justement à lancer quelques pics à, à notre politique et puis à tout ce qui s'ensuit. Et bah, d'ailleurs, j'aimerais que tu reviennes sur ton TikTok. Quand est-ce que c'est venu que tu as décidé à créer, à faire des vidéos, sur cette plateforme? Alors ça a commencé, pendant le covid. Si tu veux, j'ai fait le trophée national des essais agricoles où je faisais les vidéos. On avait un compte Instagram où j'expliquais le monde agricole, bah, pour le trophée national et du coup, j'ai beaucoup aimé parler devant un téléphone. Donc c'est là que je me suis dit: «Bah, il y a personne qui le fait, donc autant, bah, me lancer». À l'époque, il y avait pas agriculteurs, il y avait personne sur les réseaux qui parlait du monde agricole. Il y avait une très grosse déconnexion entre, bah, ce que nous on sait de la campagne et ce qui se sait dans les villes. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'adorais parler du métier et puis, bah, du coup, j'ai continué comme ça et ça de fil en aiguille, j'ai grimpé, on va dire dans les stats. Ouais, ouais, et ben, d'ailleurs, j'aimerais que tu nous présentes, ton exploitation, si tu pouvais la présenter. Et ben, c'est une exploitation familiale, donc en AOP Comté, on traite à peu près 500 000 litres de lait, sur une surface de un peu plus ou moins 150 hectares avec, une partie culture et une partie production végétale, de fourrage en séchage en grange pour les vaches. Oui, parce qu'on va le préciser, le comté a un cahier des charges, bien spécifique, contrairement à ce qu'on peut retrouver, dans différentes régions en France. J'aimerais que tu l'expliques aux gens, cette particularité. Et ben, l'AOP Comté, donc déjà, c'est une AOP, donc c'est-à-dire qu'elle est sur un territoire très précis. On a une zone géographique qui est délimitée fermement. Ensuite, l'AOP Comté, par exemple, dans les grandes lignes, nous demande de nourrir les vaches uniquement avec une ration sèche, c'est-à-dire que du foin et du regain et pas d'ensilage, pas d'aliments fermentés. On va avoir, par exemple, l'interdiction du robot de traite. L'action de brancher la vache doit être faite par l'homme et par l'obligation du pâturage et d'autres, on va dire, normes un peu moins célèbres. Mais voilà, les grandes lignes, c'est on ne donne pas d'ensilage, on branche les vaches à la main, pas de robot et on nourrit avec du foin. Voilà, c'était important de le préciser parce que c'est vrai que les gens ont l'habitude de voir, par exemple, des champs de maïs, tout ça. Vous, par chez vous, pas trop. Mis à part peut-être le maïs vert, je crois que c'est autorisé. Ouais, donc on fait de l'affouragement vert qui est autorisé 70 jours et on fait du maïs grain. Chez nous, on a un terrain un peu de Bresse, on a des très forts potentiels, donc il y a quand même du maïs, mais en grain, du coup, bah, pour faire l'aliment de nos vaches aussi, puisqu'on donne du concentré, on fait nos propres céréales qu'on aplatit nous-mêmes et qu'on donne aux vaches. Voilà, et aussi, il y a cette spécificité, c'est que le comté, ça fonctionne en fruitière. Ce qui est aussi la différence, des coopératives comme Sodial ou Lactalis, où le producteur a pas trop son mot à dire sur son prix du lait. J'aimerais que tu expliques aussi aux gens ce fonctionnement, entre les coopérateurs, comment ça fonctionne. Bien sûr. Alors du coup, oui, en AOP Comté, nous sommes regroupés dans des fruitières, des petites coopératives. Donc nous, on va prendre l'exemple de la nôtre, on est 23 producteurs qui sont regroupés sur, un outil de transformation commun, donc la coopérative. Donc on détient les parts, c'est vraiment nous qui sommes, gérants et propriétaires de cet atelier de transformation, c'est très important et donc notre lait va être collecté tous les soirs, tous les jours, être transformé par nos salariés. Donc on a un fromager et des vendeuses et tout ça, donc ils vont transformer quotidiennement nos produits et également, bah, du coup, un point de vente sur la coop, donc on fait de la vente directe, bah, de nos produits. Oui, bien sûr, parce qu'on va aussi le préciser, tout n'est pas transformé en comté, vous faites du beurre, d'autres gammes de produits, peut-être de la raclette aussi, vous faites en fromage, non? Alors non, nous sur notre coopérative, ça va s'arrêter à comté, crème, beurre, principalement.
Après, par contre, on travaille avec d'autres Ok. fruitières, d'autres fromageries locales, du moins dans un rayon très proche, pour lesquelles on va revendre des produits. Par exemple, on vend de la raclette jurassienne, on vend de la taupe jurassienne, on vend des fromages de chèvre qui sont produits à côté de chez nous. Enfin voilà, on travaille vraiment avec des produits locaux et en partenariat avec d'autres fruitières. Ouais. Et aussi, le comté, il n'est pas affiné chez vous, vous en vendez à blanc chez un affineur. Exact, oui. Donc nous, on travaille avec Monts et Terroirs. Et du coup, c'est eux qui affinent le fromage pour nous. Donc on leur vend une partie et on met une partie en affinage à façon, du coup, qu'on récupère pour notre magasin plus tard. Ok, très bien. Oui, parce que il faut le préciser, je crois que dans la zone d'appellation, vous avez trois gros affineurs qui, au total, affinent les comtés, il me semble, sur la totalité de l'appellation. Je sais plus leur nom exact, mais je crois que c'est plutôt 5. On a Monts et Terroirs, Rivoire-Jacquemin, Juraflore, Seigne-Martin et je sais le dernier, Arnaud. Et il doit en rester, il doit y avoir Petite. Et après, les noms, je ne me rappelle plus de tous, mais ouais, on va dire qu'il y en a 5 principaux. Ok. Et j'aimerais aussi que tu nous expliques, parce que le fait justement, vous avez la mainmise sur votre production, comment ça se passe au niveau des réunions? Combien de fois vous réunissez pour décider, ben, en fonction du marché, ben là, on fait un peu trop de lait, il faut qu'on baisse un peu la production, machin et tout. Comment ça se passe entre vous? Alors, l'AOP Comté, déjà, nous permet, on va dire, on nous donne des droits à produire annuels, c'est-à-dire qu'elle nous donne un volume total de fromage qu'on peut sortir et qu'on ne doit surtout pas dépasser et qu'on ne peut pas dépasser, tout simplement. Sinon, il sera vendu autrement qu'en comté. Ensuite, eh ben, pour réguler, on va dire, le marché, on a simplement le CIGC, donc le comité interprofessionnel du comté, qui, en travaillant avec tous les collèges, donc affineurs, enfin, ceux qui font la transformation et producteurs, va chaque année calculer et définir la consommation, les besoins et la production pour, aux fonction d'eux, enfin, soit faire, enfin, permettre l'augmentation des volumes ou les amener à baisser, comme cette année, par exemple, puisque les ventes de comté ont légèrement baissé. En fait, c'est vraiment nous, on va dire, tous ensemble, qui gérons les volumes produits et les volumes, enfin, ou les baisses ou anticipations à faire sur la filière. Ok, très bien. Et j'aimerais que tu nous donnes l'exemple du prix du lait, à combien il est payé, contrairement au lait standard sur le reste de la France pour les producteurs laitiers, pour que les gens se rendent compte de la différence et du fait que, ben, que votre système marche, que c'est un système ben, qu'il faudrait se généraliser. Alors du coup, aujourd'hui, sur l'exploitation, vu qu'on est très, très bon en qualité, on arrive à être à 700 € des 1000 litres. Heu, par contre, tu vois, le bémol, c'est que malheureusement aujourd'hui et ça, on oublie beaucoup de le dire, en AOP Comté, on a des très beaux prix, mais on a des charges qui sont adéquates aussi avec le prix. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai acheté un bout de matériel, il sera 25 plus cher en moyenne qu'un de mes collègues qui l'achètera en Bretagne avec du lait à payer 400 € des millilitres. Donc, faire, de ce modèle qui marche très bien une généralité, ce serait génial pour tous les producteurs, mais il faudrait par contre que tous les OPA arrêtent de se gaver sur nous parce que ça ne ferait que de les enrichir tout autour. Ah, tu peux nous expliquer la raison pour laquelle le matériel est plus cher dans votre zone qu'ailleurs? Parce qu'il y a du revenu, donc ils en profitent, Ouais, tout simplement. ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, on peut dire que c'est des ordures. Ah ouais, ouais, oui, d'accord. Un Ouais, tracteur va te coûter plus cher si tu l'achètes dans le Jura que si tu l'achètes en dans la Nièvre ou je ne sais où. Ah ouais, d'accord. ah mais c'est pour ça que nous maintenant on achète tout d'occasion ou tout, ailleurs que dans l'Ain parce que de toute façon c'est même pas la peine. Ils Mm. savent très bien qu'on en comptait et cher. Ah, ils en profitent. Ouais, Exact. c'est, enfin, basta. Mais bon, c'est vrai que oui, le système en lui-même est plutôt convaincant. Ben, d'ailleurs, sur le cahier des charges, on va y revenir. Toi, dans le cahier des charges, en tant que producteur, il y a des choses que tu aimerais voir évoluer ou ça te convient comme tel? Alors moi, le cahier des charges pour l'instant, il me convient très bien. Si vous voulez, j'y Mhm. vois même pas comme des parce que toutes ces on va dire, enfin il y a certaines choses qui m'embêtent un peu, mais
on va dire que c'est tellement dans la continuité de ma pensée et de ma vision de la production, d'être extensif, de faire attention, de faire quelque chose de qualité surtout, que pour moi, le cahier des charges aujourd'hui, il est pas en parfaite adéquation avec ma vision des choses et peut-être qu'il y aura certains points qui sûrement un jour devront évoluer, comme par exemple sur l'interdiction des robots de traite. Je pense qu'aujourd'hui, même en comté, Ouais. on suit la perte, enfin la baisse de main-d'œuvre, hein, et il y a un jour où je pense qu'on manquera de main pour traire, si ça continue comme ça. Mais sinon, dans le Ap- reste, je pense pas qu'il y ait. ouais, ouais, je voulais dire pour le robot de traite, après, ça dépendra aussi en fonction des bâtiments, comment ils ont été adaptés, s'il y a accès au pâturage, puisque vous avez le pâturage dans le cahier des charges. C'est ceux où ils pourront, il y en a, ils seront obligés de continuer à traire, tu vois, ils pourront pas faire du zéro pâturage et sinon l'appellation saute, quoi. Donc ça aussi, ça peut être Ah oui, compliqué oui, après, pour certains. oui, oui, après, je sais que le robot peut être aussi adapté à des systèmes pâturage, puisque j'ai eu visité durant ma formation, enfin mon BTS, Ah des oui. exploitations qui avaient le pâturage. Donc je me dis qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'installent avec des nouveaux projets de bâtiments. On pourrait un jour, je pense, enfin, si là, ça continue comme ça, avoir besoin du robot. D'accord. Et d'ailleurs, j'aimerais que on revienne sur les normes, parce que je sais que en ce moment, ben, il y a d'ailleurs eu pas mal de manifestations où ben, le sujet premier, c'est le revenu, mais aussi les normes qui sans cesse au niveau de l'Union européenne et de l'État français sont mises en place, ben, qui obligent souvent les producteurs avec une faible rémunération ben, d'investir sans cesse dans des bâtiments, dans des mises aux normes, tout ça qui leur coûte très très cher. J'aimerais que qu'on revienne sur là-dessus, si tu veux bien, qu'on développe là-dessus. Bien sûr, les normes aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué. Moi, j'ai la chance que mes parents, en fait, toutes les mises aux normes, tous les bâtiments sont aux normes. Mais quand je vois le coût aujourd'hui que ça représente, la mise aux normes pour certaines exploitations et que les revenus ne suivent pas en face, ne serait-ce que la marge dégagée par l'exploitation ne suit pas, c'est impossible. En fait, on nous demande de faire des choses qu'on ne peut même pas se payer. Donc, ouais, il y a des et puis il y a des normes qui sont en dépit du bon sens. Admettons, nous, pour les épandages d'effluents, on a des dates qui nous sont imposées. Elles ne sont pas corrélées avec la réalité du terrain. On va nous interdire d'épandre à certaines périodes. Certes, c'est très bien parce qu'il y a eu de l'abus, je dis pas le contraire, mais des fois, une fois que les 200 degrés sont atteints, on peut normalement épandre, nos effluents type lisier sur les prairies. C'est parfaitement logique, sauf que si c'est pas la bonne date, tu vas pas avoir le droit, par exemple. Il y a encore d'autres normes comme sur les lagages, ceux qui sèment du colza sont très embêtés lorsque tu ne peux pas tailler tes haies avant le 1er août, alors qu'on attaque à semer ou préparer les terres bien avant le 1er août. Il y a des trucs comme ça, c'est vrai que c'est un peu en dépit du bon sens, je pense. Oui, comme le curage des fossés, tu vois, que alors ça permet justement à l'eau de s'évacuer au lieu que ça commence à faire les marées dans les parcelles, quoi. Ça Exactement, non. d'ailleurs, on a parlé des effluents. Il y a eu des problèmes de pollution dans l'appellation Comté, dans les rivières, tout ça? Il y a eu des traces de pollution, de toute façon, on ne peut pas le nier. Après, si tu parles de la rivière de la Loue, il faut savoir qu'elle est extrêmement polluée de base par l'industrie de la lunette qui est un peu plus haut dans la vallée. Et qu'aujourd'hui, par exemple, je vais prendre le cas de mon exploitation, hein, puisque c'est un cas concret. Nous avons fait des analyses d'eau sur l'exploitation parce qu'on avait été pointé du doigt pour des pollutions. Donc moi, je savais que nous n'avions rien à reprocher. On a donc fait venir le GDS, un organisme indépendant, hein, pour faire les analyses d'eau. Et il s'est avéré que l'eau était polluée, mais de sources matière, enfin, c'était par de la matière fécale humaine et des résidus de lessive. Donc aujourd'hui, on fait un énorme amalgame en disant oui, il y a des lentilles dans l'eau, c'est les paysans. Sauf qu'on oublie de remettre en cause nos systèmes de traitement des eaux usées qui sont absolument dépassés par l'augmentation démographique de nos régions, puisqu'il y a quand même une très forte augmentation ces dernières années par chez nous, et que du coup on tape en fait sur la mauvaise personne, ce qui est contre-productif. Si vous voulez, nous, au-dessus de chez nous, là, donc la rivière prend sa source sur des zones karstiques, donc des sols calcaires très, 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 enfin, où l'eau, le lisier passe directement au travers si t'es pas en mauvaise date.
Et quand je vois que finalement, quand on retrouve la pollution, ça vient pas de l'agriculture, mais bien de l'homme et du fait que on a des installations qui sont tout simplement obsolètes, et je me dis qu'on se trompe de personne en tapant dessus. Après, on Oui, peut pas nier tout à fait. qu'il y a eu de l'abus sans doute dans certaines zones. Comme partout, je pense qu'il y aura toujours une brebis galeuse. De là, en faire une généralité, je pense que ce serait tout simplement pas représentatif de la réalité. Oui, bien sûr. Et tu as parlé justement du fait de l'augmentation de la population par chez toi. Donc, il doit avoir de la pression foncière. Ça s'explique par quoi? C'est du fait que vous n'êtes pas trop loin de la frontière suisse, non? Ouais, donc pression foncière, on en retrouve, encore chez nous, pas tant que ça finalement, mais si tu montes dans le haut, il y a une très, 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 très forte pression. C'est donc oui, les personnes frontalières. Encore chez nous, à 2 heures de Genève, on a des frontaliers et Mmh, on est dans le cercle périurbain de Bourg-en-Bresse et on est à moins d'une heure de Lyon. Donc ça fait que c'est une zone aussi. calme, pas très loin des grandes villes, donc ça attire forcément du monde. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais que, bah, tu en profites pour faire passer ton message que habituellement tu le fais passer sur ton TikTok, sur toutes les revendications qu'il y a pu avoir, sur, comme on a pu le dire, les normes, pour le prix, de la production aux producteurs. J'aimerais que tu puisses, faire passer ton message. Alors moi, je vais tout simplement demander à ce que on arrête de dévaloriser l'agriculture française, qu'on écoute nos coûts de production, nos besoins, qu'on arrête de nous imposer des normes, qu'on demande d'être plus blanc que blanc. Surtout qu'aujourd'hui, je t'apprends rien, quand je vois les importations, par exemple, d'Ukraine, j'ai rien contre les Ukrainiens, mais le poulet qu'ils importent et leurs céréales n'ont absolument rien à voir avec la nôtre en termes d'éthique de production et de qualité. Même si je pense qu'ils font du très bon blé, ils ne le produisent pas comme nous, hein. À mon avis, les produits phyto ne sont pas les mêmes. Il faudrait qu'on arrête tout simplement de martyriser l'agriculteur français, qu'on le laisse, qu'on lui fasse confiance, parce que je pense qu'on a la plus belle agriculture du monde, donc qu'on fait des produits incroyables et que les politiciens, en fait, n'en ont juste rien à carrer. On n'est pas une monnaie d'échange, on n'est pas une variable d'ajustement. On produit de la richesse sur le territoire et mine de rien, notre place est plus qu'importante aujourd'hui. Donc, il serait grand temps que plus haut, ça prenne conscience de la situation qui est déjà très grave pour nous et qu'on est quand même important, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, tu as parlé de l'Ukraine. Oui, je l'avais dit, il me semble, dans la vidéo avec Sébastien, l'Ukraine, ce qui est exporté d'Ukraine, généralement, ce sont des exploitations qui sont tenues par des Français, hein. Faut le savoir, hein. Il y a beaucoup de Français qui ont acheté des fermes en Ukraine. Parce que justement, à l'époque, ça valait que dalle, les fermes là-bas, contrairement en France. Donc, ça explique aussi pourquoi il y a des contrats. Par ailleurs, il va y avoir aussi d'autres contrats normalement qui devraient être signés avec la Nouvelle-Zélande sur l'agneau, parce que effectivement, l'agneau français, les prix avaient de nouveau augmenté du fait du Brexit, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la Nouvelle-Zélande fait partie du Commonwealth. Donc, du fait qu'elle faisait partie du Commonwealth, les accords à l'époque, quand le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, passaient automatiquement, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y avait de l'agneau néo-zélandais. Et là, l'Union européenne a le projet de faire d'autres négociations, d'autres contrats avec les Néo-Zélandais pour l'importer de l'agneau. Donc là aussi, il y a beau avoir des manifestations, ils vont aussi encore signer des trucs comme ça dans le dos des producteurs. Donc, je fais passer l'info pour ceux qui ne le savent pas, mais voilà, quoi. Mais bien sûr, il y a qu'à écouter le discours de monsieur Breton quand il dit qu'il veut du poulet ukrainien en Europe et qu'il en a rien à faire et qu'il veut emmener en justice les agriculteurs qui ont osé manifester contre les camions. On comprend très bien leur orientation politique et l'intérêt qu'ils portent à nos revendications. De toute façon, on sait très bien qu'ils en ont rien à cirer et qu'eux, ils voient que leur argent. Bien évidemment. Et d'ailleurs, au niveau du syndicalisme, tu te sens représenté par les différents syndicats qui peuvent avoir, ou tu, tu préfères justement une voix commune des paysans, peu importe leur bord politique ou tout ça? Parce que c'est Alors, important, aujourd'hui, ça aussi. adhérent au JA, aux jeunes agriculteurs de mon département, parce que
Je tiens quasiment à mot pour mot le même discours que notre président départemental, donc oui, je me sens représenté par lui. On a souvent les mêmes discussions, on se rejoint vraiment là-dessus et ça me fait beaucoup plaisir parce que même au bureau départemental, sans parler d'affiliation à d'autres syndicats, on arrive vraiment à avoir les mêmes sujets de discussion, les mêmes revendications, ce que je trouve fabuleux. Après, il y a forcément d'autres syndicats, je ne vais pas les citer, mais voilà, on peut se douter qu'il y a des on ne défend pas les mêmes intérêts. Mais je pense qu'aujourd'hui, il serait grand temps qu'on arrête de tous se faire la guerre parce qu'on n'est pas assez nombreux pour avoir le luxe de se diviser. Mm. Je pense qu'il serait plus temps qu'on arrive à tous se mettre d'accord. Il y a eu des manifestations, il y avait plusieurs syndicats qui n'ont pourtant rien à voir, qui manifestaient ensemble et ça s'est très bien passé. Je pense dans l'Allier où il y avait la coordination rurale, la Fédé et les JA en même temps sur le même point de blocage et ça se passait super bien. Je pense qu'il est grand temps qu'on se resserre la main tous ensemble et qu'on aille manifester en portant des valeurs communes, puisqu'on se bat tous pour la même chose, pour sauver notre agriculture, qui est l'agriculture française, petits exploitants ou gros exploitants. Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, à la FNSEA, ils ont donc le président, donc le Arnaud Rousseau. Toi, honnêtement, tu te sens représenté par un mec comme ça, un gars qui n'a jamais fait d'études agricoles et qui est juste un mec qui sort d'école de commerce et qui est à la tête d'une exploitation de 750 hectares. Tu te sens représenté par un type pareil? Entre nous, je pense que M. Rousseau ne sait pas même ce que je vis au quotidien, puisqu'on n'a déjà pas les mêmes productions. Et sans parler de la taille de son exploitation ou de son parcours, je pense que n'importe qui peut être paysan et n'importe quelle surface. À mon avis, ce qu'il faudrait plutôt remettre en cause, c'est sa place au sein du groupe Avril. Avril qui quand même promeut le Aussi, ouais. biogaz et qui est quand même de mèche avec Total Energy. Donc on peut clairement supposer qu'il y a des accords derrière et le biogaz aujourd'hui pour moi n'est pas forcément une énergie si verte que ça, puisque faire tourner des ensileuses qui consomment plus de 150 litres à l'heure pour faire de l'énergie verte, je vois pas trop l'intérêt. Oui, bien sûr, bah, c'est ça, ça aussi, ça va créer aussi la famine parce que on va avoir donc voilà. Et puis après le digesta aussi, il y aurait des gros soucis avec le digesta, avec les méthaniseurs. En Allemagne, ils auraient des gros problèmes avec. Je dis ce que je sais. Apparemment, en niveau en Allemagne, ils auraient des soucis avec le digesta quand ils épandent. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, que voilà et puis même pour avoir des amis entrepreneurs dans 2-3 départements, dans des grosses entreprises qui font beaucoup de méthanisation et qui m'ont dit: «Bah, les sols commencent à peiner», puisqu'ils font quand même Mm. plusieurs cultures, 2 voire 3. Et qui tirent à mort sur les sols et qu'ils apportent juste du digestat et que, bah, je pense qu'un jour on aura un problème. Il faudra qu'on choisisse entre rouler sans trop polluer ou alors, nourrir les gens et les animaux et là, il y aura un sacré dilemme. Je pense que chez nous, ils ont essayé de mettre en place des projets de méthanisation que je suivais, hein. Moi, j'étais pas forcément contre, sauf qu'à un moment donné, ils ont commencé Moi à non parler plus. de si ça manque de fourrage, enfin, ou de fumier, on va aller ensiler les couverts, ensiler les luzernes. Moi, ma priorité, c'est de nourrir mes vaches quand même, quoi, pas d'aller faire rouler un Parisien, au biogaz, quoi. Bien sûr. Et ben d'ailleurs, j'avais reçu ben, le précédent invité, c'était Antoine. Sur son exploitation, il travaille essentiellement en semi-direct. Toi, qu'est-ce que tu penses du semi-direct? C'est quelque chose que tu as déjà ou tu voudrais appliquer sur ton exploitation ou tu préfères le système traditionnel et le labour, tout ça? Et ben, chez nous, il faut savoir qu'on a des terres très particulières, on est sur des argiles très fortes. Il y a une partie d'exploitation, je pense qu'en semi-direct, ça marcherait. On essaye déjà plutôt de s'orienter vers du simplifié, avec juste un petit coup de déchômeur et semi classique combiné. Mais je te cache pas, on a des terrains, là, c'est de la grosse terre rouge. Si tu fais pas un labour d'hiver, au printemps, c'est même pas la peine d'essayer d'y labourer. Pour moi, il faut de tout. Je dis pas que le semi-direct ne marche pas. On a un voisin qui a des terres similaires qui s'en sort très bien. Mais derrière, il faut un suivi hyper technique. Faut pas se louper sur le désherbage. Et moi, ma conduite aujourd'hui, elle est plutôt extensive. On va dire qu'on n'est pas excité du PUV. Déjà, on sous-traite. Donc, pour avoir le prestataire, c'est compliqué. Donc, non, pour moi, je préfère être sûr de ce que je fais, rester sur des acquis, on va dire. Je préfère aller plutôt faire des tests sur mes vaches que sur mes cultures. Ouais, toi, tu choisis plutôt la sécurité que prendre le risque de changer de système simplement, quoi.
Exactement, voilà, je dis pas que j'essaye pas. On a fortement réduit le labour, en 10 ans, on a quand même beaucoup, beaucoup baissé les surfaces, mais je pense que je garderai quand même une charrue dans ma cour toute ma vie. Ok, très bien. Non, parce que tu vois, on va citer des gros producteurs céréaliers des pays où ils ont des grosses productions, par exemple le Brésil ou le Canada, tout ça. Les exploitations aujourd'hui marchent majoritairement avec du SMI direct, hein. Et c'est un pays comme le Brésil, ça aurait été impensable il y a encore quelques années qu'il y ait des millions d'hectares convertis au SMI direct. Donc c'est quelque chose quand même c'est une technique quand même qui interpelle, parce que quand tu vois des gros producteurs comme eux se tourner vers des techniques pareilles, tu te dis c'est qu'il doit y avoir quelque chose vraiment à en tirer, quoi. Mais il y a un réel enjeu là-dessus. C'est vrai que quand je vois mon voisin, en un passage, il a semé, je me dis: «Ben Dieu, moi, faut semer au combiné et tout ça». Tu te dis: «Ouais, il y a un réel enjeu». Après, je pense que voilà, il faut, pas se brider dans une technique, mais plutôt garder tout un panel de solutions puisqu'aucune année se ressemble et comme, là où j'étais saisonnier cet été, mes patrons se tournent énormément pareil sur du semi direct ou très simplifié, du moins 2 coups de déchômeur à disque et un coup de semoir rapide et lorsque ça a commencé à pleuvoir en octobre, ils ont ressorti charrue combinée et il y a que ça qui marche finalement dans des conditions très particulières. Donc je pense qu'il faut pas brider ces solutions, mais plutôt avoir différents leviers. Je pense qu'elle est là la solution. Ok, d'accord. Ben écoute, c'est intéressant, c'est pour ça que je préfère inviter différents types de producteurs, tu vois, un peu partout en France avec différentes techniques, que chacun puisse donner sa version, un peu comment il fait chez lui, et puis aussi que ça soit aussi adapté à son terroir, hein. Parce qu'aussi chaque terroir est Mmh. aussi différent, hein, et les gens ont tendance à l'oublier. Donc, donc voilà, non, je trouve ça intéressant. Ben, d'ailleurs, là, tu m'avais dit que c'est bientôt, tu t'installes officiellement, là? Ouais, donc le 1er juillet, normalement, si tout se passe bien. OK. J'aimerais, ben, du fait que tu es un jeune installé, que tu expliques aux gens le parcours installation qui, là aussi, est très long avec la paperasse, tout ça, que les gens aussi se rendent compte la difficulté que c'est pour devenir agriculteur, pour devenir, chef d'exploitation, tout simplement. C'est un enfer. C'est un enfer administratif. Ça m'aura pris bien 2 ans quasiment. Là, oui, bientôt 2 ans que j'ai commencé. Heu, il faut déjà faire un tas de formations pour, revalider des acquis que j'avais déjà acquis pendant mes formations scolaires. Et ensuite, il y a surtout moi ce qui me met hors de moi, c'est ce foutu prévisionnel de 5 ans. La chambre d'agriculture de l'Ain m'a déjà assez entendu gueuler là-dessus, mais, le fait de devoir prédire absolument tous mes investissements pendant 5 ans, déjà de 1, j'en vois pas l'intérêt et de 2, il y a des choses on peut pas prévoir parce que n'importe qui ne sait même pas si enfin, on peut pas savoir si dans 5 ans, mon tracteur tombera en panne. Dans 5 ans, j'aurai un stagiaire, il va mettre la faneuse dans le fossé, bah, elle sera foutue, j'y peux rien. Sauf que si c'est pas écrit dans la feuille, il faut faire un avenant, il faut y modifier et ça coûte de l'argent. Donc ça me rend fou. Mais ouais, c'est tout un bordel administratif, mais bon, après, vu Ah que oui. c'est un truc que j'aime bien, quoi, mais ouais et puis c'est compliqué quand même. C'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements, mais bon. Et bien sûr, ben, oui, comme tu as dit, le prévisionnel, d'investissement, il peut t'arriver, une épidémie sur ton troupeau, que ça te tue tout ton troupeau, tu es obligé de redémarrer un terreau, de racheter des vaches ou il t'arrive, comme ça peut arriver dans certaines exploitations, un bâtiment qui prend feu, tu es obligé de reconstruire un bâtiment. Je veux dire, c'est imprévisible l'agriculture, ce qui a été, la veille, le lendemain, ça peut être autre chose. Donc, c'est vrai que là,
là aussi, c'est des choses aussi qu'il faudrait que ça change. Bah, bien sûr, c'est tout simplement, c'est des choses qui sont clairement pas pertinentes aujourd'hui, comme même sur la reprise de Ça lag un phase, peu. qui vont se Tu libérer. Enfin, m'entends là? l'agriculture, c'est vraiment quelque chose qui se vit, au jour le jour, enfin, au jour le jour, façon de parler, puisqu'il faut vraiment anticiper, mais on peut pas prévoir demain, en fait, en agricole. On peut pas se dire: «Demain, ça va se passer comme ça» et non, ça n'a rien à voir et ça, les gens ont du mal à le comprendre même dans les bureaux et les organismes para-agricoles. Ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais. Après, on l'a peut-être pas précisé, mais sur ton troupeau, tu effectues de la génétique, comment ça se passe? Si tu pouvais expliquer aussi aux gens comment ça se passe sur les troupeaux dans les élevages un peu en France, qu'il y en a qui sélectionnent, comme ils ont pu voir avec le salon de l'agriculture, il y a des concours, tout ça, que tu expliques un peu aussi comment ça se passe. Et ben, du coup, je dois commencer par mon troupeau. Donc nous, oui, on pratique la sélection génétique forcément. Donc ça va passer par, on va, choisir les taureaux en fonction des caractéristiques que l'on recherche et qu'on cherche à améliorer sur nos vaches. C'est-à-dire qu'il y a des taureaux qui vont apporter une meilleure mamelle, des taureaux qui vont apporter plus de lait. Donc, voilà, en fonction des points faibles de nos vaches, on va essayer de les corriger au cas par cas via des taureaux améliorateurs dans certains points. Et après, donc, moi, dans mon cas, je fais pas de concours, j'aime pas ça. Mais il y a des personnes, voilà, qui font des concours et là, par contre, c'est un autre niveau de sélection génétique et ça va être énormément de préparation, ça va être de l'entraînement, apprendre à faire marcher la vache. Le tout dans le but de monter donc sur des événements agricoles lors de Mmh. concours et sa vache et peut-être remporter un trophée. Ouais, d'ailleurs, bah, qu'est-ce qui te plaît pas dans les concours? C'est quoi? C'est le boulot que ça demande pour préparer l'animal ou c'est l'ambiance dans les concours, c'est quelque chose qui te plaît pas, c'est pas quelque chose que tu aimes? Non, non, pas même le travail ne me fait pas peur, ni l'ambiance parce que j'y vais souvent moi en tant que spectateur. Mais, enfin, le fait de passer énormément de enfin, déjà, je suis pas un grand fan de concours, on va dire, agricoles tout court. Je pour les concours de la bourse, c'est pareil, j'y Mmh. vais juste pour boire des bières. Enfin voilà, c'est pas quelque Ouais, chose que j'ai dans d'accord. ma mentalité, quelque chose que je souhaite développer et je pense que mes vaches, j'ai pas envie de leur faire subir ce stress ni cette pression d'être à un concours. Enfin voilà, moi je préfère rester dans mon coin, j'ai mon niveau génétique qui me convient et j'ai pas forcément la nécessité d'aller me montrer, voilà. Je ne critique pas ceux qui le font, bien au contraire, je suis content d'aller les voir, mais voilà, c'est pas quelque chose que je porte en moi et j'ai pas forcément envie de développer. Oui, ben, tu l'as précisé, c'est aussi, ouais, important pour l'animal. C'est vrai que ça peut être stressant pour les vaches. Il y a du bruit, il y a du monde autour. Elles ont pas l'habitude parce que le reste du temps, ben, elles ont l'habitude d'être avec leurs copines dans leur stabule ou dans leur pré tranquillement et là, du jour au Mmh. Bah, c'est ça, c'est voilà, moi, mes vaches, elles sont bien chez moi, j'ai pas envie qu'elles sortent. lendemain, ouais. Voilà. Bah, écoute, Alexandre, je pense qu'on a un peu tout abordé ben, sur ton exploitation, sur ta vision un peu de l'agriculture. Donc, je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose en particulier à dire. Et ben, abonnez-vous à mon TikTok déjà et mangez français. Soutenez les agriculteurs français, c'est important, on a besoin de vous. Voilà, c'est dit. Bah, écoute, je vais te remercier, Alexandre. Je remercie tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à aller vous abonner au TikTok d'Alexandre si ça vous intéresse. Et donc voilà. Allez, salut à tous. À la prochaine.